Dober večer in lep pozdrav še v mojem imenu. Zdaj, na mene je nekako padla vloga ob tem dogodku, da naj bi moderiral pogovor z avtorjem knjige Olivijem Razakom. In v predpripravah na ta dogodek smo nekako preigravali vse najrazličnejše možne variante, kako naj bi ta pogovor potekal. Zdaj, ena od osnovnih idej je bila, da bi ta diskusija bila nekoliko bolj teoretsko obarvana, skratka odpirala neka bolj teoretska vprašanja, ampak sem se v zadnjem hipu odločil, da bom svojo vlogo nekoliko bolj omejil na usmerjevalca tega dialoga in poskušal samo odpreti nekatere ključne topike, ki jih obravnava ta knjiga, tako da bo dogodek veliko bolj predstavitvene in malo manj polemične narave. Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, je suis dans le rôle de celui qui anime un dialogue et dans la préparation de cet événement, nous avons analysé différentes possibilités, comment on pourrait mener ce dialogue. Une des possibilités, c'était d'avoir un dialogue très très théorique, mais au dernier moment, j'ai décidé de limiter mon rôle à quelqu'un qui va seulement gérer le dialogue. J'ai décidé d'ouvrir des thèmes clés pour que cet événement soit plutôt un événement qui présente le livre et non pas tellement un événement théorique. Zdaj, če sem rekel, da bo ta pogovor probal biti malo manj teoretski, pa vendarle naj ravno zaradi tega začnem z nekim teoretskim ali pa filozofskim aspektom, ki se odpira ob branju te knjige. In sicer z enim danes precej pogostim vprašanjem, ki ga zasledimo na najrazličnejših teoretskih in filozofskih področjih, ki je vprašanje pripadnosti neki šoli ali pa recimo misli nekega določenega avtorja. Même si j'ai décidé de ne pas mener ce dialogue de manière très théorique, je vais quand même commencer par un aspect plutôt théorique ou philosophique. Je vais vous poser une question qu'on pose souvent dans des milieux théoriques ou philosophiques, et c'est l'appartenance à une école ou à un courant de pensée théorique. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de cette appartenance? Za to knjigo bi v resnici vsaj v nekem zelo pomembnem delu lahko rekli, da je mogoče celo paradigmatični primer Foucaultove študije. Vendar ne zaradi tega, ker bi se avtor v njej obširno skliceval na Foucaultova dela, ampak nasprotno. Tisto, kar je Foucaultovskega na tej knjigi, je prakticiranje Foucaultovega pristopa. In sicer v prvi vrsti skozi vprašanje oziroma analizo funkcije, ki jo ima bodeča žica kot sredstvo politične oziroma administrativne oblasti v njenem proizvajanju tipa subjektivnosti. Je peux dire que ce livre est un exemple et un paradigme d'une étude à la Foucault. Non pas parce que dans ce livre il y ait des citations des œuvres de Foucault, mais parce que vous utilisez son approche dans votre livre. Dans votre livre, vous ouvrez la question de la fonction du barbelé. Quelle est la fonction du barbelé en tant que l'outil du pouvoir administratif et politique? In z tega vidika je nujno uvodoma izpostaviti, da glavno vprašanje, ki Olivieja v tej knjigi zanima, ni
funkcija bodeče žice nasploh, v kateri bi obravnaval recimo njeno uporabo v nepolitičnih praksah, recimo v kmetovanju in podobnih drugih družbenih praksah, temveč ga zanima izključno kot sredstvo za politično razmejevanje prostora. Se pravi, sredstvo za prostorski opis oblastnega razmerja. Donc ici, il faut dire que la question dont s'occupe Olivier Razak dans son livre, ce n'est pas la question de la fonction du barbelé en général, donc dans des pratiques non politiques, comme par exemple dans l'agriculture. Ce qui l'intéresse dans ce livre, c'est le barbelé en tant que l'outil pour la séparation politique de l'espace, ou la délimitation politique de l'espace. In tisto, kar je bistveno in kar je bilo za mene presenetljivo, tudi ko sem prvič to knjigo bral pred več kot 10 leti v italijanskem prevodu. Takrat sem imel v rokah v bistvu prevod prve izdaje, nekoliko tanjše, manj obsežnejše izdaje Olivierjeve knjige, ki jo je potem nekoliko razširil in še bolj v detajle razvil v kasnejši izdaji. Je bilo seveda to presenetljivo spoznanje, recimo temu, da bodeča žica ni to, kar večina ljudi najprej pomisli, nastala oziroma bila prvič uporabljena v koncentracijskih taboriščih 20. stoletja, niti ne tisto, kar kot drugo pade na misel v prvi svetovni vojni in v pozicijskih bitkah, ampak v Združenih državah Amerike v drugi polovici 19. stoletja pri osvajanju divjega zahoda. Ce que j'ai trouvé le plus impressionnant et ce qui était le plus nouveau pour moi quand j'ai lu ce livre pour la première fois, et c'était il y a plus de 10 ans, j'ai lu une édition italienne, une traduction italienne, c'était la première édition du livre qui était un peu moins épaisse que celle-ci maintenant. Donc ce qui m'a surpris, c'est le fait que le barbelé n'a pas été conçu ou utilisé pour la première fois, comme d'habitude on pense, donc n'a pas été utilisé pour la première fois dans les camps de concentration, ni dans la Première Guerre mondiale, qui était une guerre de position, mais que le barbelé a été utilisé et découvert en fait dans la deuxième moitié du 19e siècle quand on a aux États-Unis. Se pravi, če povzamem. Zdaj ravno prihajam k prvemu vprašanju. Se pravi, uporaba bodeče žice je, avtor v knjigi uporabo bodeče žice razdeli na 3 paradigme, se pravi prerijo oziroma osvajanje divjega zahoda, pozicijsko vojno iz Prve svetovne vojne in koncentracijsko taborišče. Moje prvo vprašanje je zelo preprosto. Zakaj v teh 3 paradigmatičnih rabah žica oziroma bodeča žica in zakaj ne recimo zidovi ali kakršenkoli drugi tip ograje? On va finalement vous donner la parole après la première question. Dans votre livre, vous parlez des utilisations paradigmatiques du barbelé dans les prairies, dans la guerre de position ou dans les camps de concentration. Et je voudrais vous demander la question suivante. Pourquoi le barbelé et pourquoi pas le mur, par exemple? D'accord. Alors, je voudrais juste, avant plusieurs choses, revenir un tout petit peu sur ce qui a été dit sur la fantastique couverture du livre. Je trouve le geste d'autant plus fort et
que d'une part, c'est assez paradoxal, puisque les marchandises, en l'occurrence, elles passent plutôt bien le barbelé. Le barbelé laisse plutôt bien passer les marchandises. Et donc c'était intéressant de bloquer d'une certaine manière la circulation d'une marchandise en barrant le code barre. Puis c'est peut-être plus subtil encore, puisque c'est une manière de dire qu'un livre n'est pas seulement une marchandise, ou devrait pas seulement être une marchandise. Donc je trouve le geste plus profond encore que ce qui a été dit. Preden odgovorim na to vprašanje, bi se rad odzval na to čudovito naslovnico, ki je res lepa. Gesta, za katero ste se odločili, je še toliko močnejša, ker je v bistvu paradoksalna. Bodeča žica je namreč nekaj, kar se samo po sebi zelo dobro prodaja in po drugi strani hočete povedati ravno s tem, ko prerežete črtno kodo, da mogoče knjiga ni samo običajno blago, ki ga je treba prodajati, da je mogoče nekaj več. Ensuite, avant de répondre aux questions, il me faut bien sûr remercier, quand je dis il me faut, c'est un besoin pressant de remercier toutes les personnes qui ont pu permettre cette traduction et ma venue. C'est la deuxième fois que Masca a traduit un livre de ma part, donc parce que je commence à être gêné presque. Non, je vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous portez à mon travail et puis sur la qualité du travail que vous menez, le courage aussi qu'il faut, et sur la gentillesse et la parfaite organisation, c'est pas anodin, avec laquelle à chaque fois je suis reçu ici. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui ont travaillé pour ça, les personnes des éditions Masca bien sûr, et l'Institut français également. Potem čutim res močno potrebo potem, da se vsem zahvalim za to, da je prevod v slovenščino le išel in za to, da sem lahko prišel v Slovenijo. Najprej naj se zahvalim založbi Maska, to je že druga knjiga, ki jo je izdala založba Maska in že kar nerodno mi je, koliko, da se tako zelo zanimate zame. V glavnem se zahvaljujem res v celotni ekipi, ki je poskrbela za vse to. Zahvaljujem se za kakovostno delo, kakovosten prevod, za pogum, ki ga s tem izkažete, pa tudi za prijaznost in dobro organizacijo, ki me dočakata vsakič, ko pridem sem. Torej, najlepša hvala Maski in tudi najlepša hvala Francoskemu inštitutu. À propos de la première question, sur la question de l'appartenance à un courant de pensée, et je dirais sur la question de la pratique de la philosophie, vous avez répondu en fait à l'essentiel de la question, puisque je dirais pour schématiser que la différence qui peut s'établir, c'est entre une pratique de la philosophie qui est essentiellement celle du commentaire, je ne la dénigre pas, elle est nécessaire, elle est même parfois très stimulante, hein, l'histoire de la philosophie, le commentaire des textes, mais ce qui est dommage, c'est que ça représente pour le coup quasiment l'essentiel de ce qu'on appelle philosophie, en particulier en France. C'est une philosophie académique essentiellement tournée vers le commentaire des textes sacrés. Et donc par rapport à Foucault, je trouve que c'est d'autant plus problématique, puisque faire du commentaire de Foucault, là aussi ça peut être intéressant. Enfin, c'est quand même assez problématique dans la mesure où c'est un auteur qui a essayé de faire son maximum pour ne pas être un monument de l'histoire de la philosophie, mais pour être un auteur qu'on utilise. Et donc la différence, elle est là, elle n'est pas tant dans l'appartenance à une école de pensée que dans la pratique elle-même de la philosophie, comme non pas commentaire des auteurs, mais comme usage libre d'ailleurs de ces auteurs pour essayer de penser d'une manière critique des problèmes qui sont actuels et qui sont vécus. Potem bom odgovoril na prvo vprašanje, ki ste mi ga zastavili, in to je, če se čutim pripadnik določene filozofske smeri ali šole. Rekel bi, da ni toliko vprašanje smeri, ki ji pripadaš, ampak kakšno filozofsko prakso bereš, kako boš uporabil filozofijo. Razlika je v tem, da na eni strani je na primer glavni del akademske filozofije v Franciji take vrste, da se bolj ukvarjajo s komentarji besedil. Po drugi strani pa na primer Foucault, ki je zelo zanimiv avtor, je avtor, ki si je želel biti ne nekdo, ki bo postavil spomenik, ampak nekdo, ki bo koristen. In v tem je ta razlika. Ne toliko, kateri šoli pripadaš, ampak kako boš uporabil filozofijo in ali boš uporabil misli teh avtorjev za kritično razmišljanje o sodobnih vsakodnevnih problemih. Pour la seconde question, qui est
la question de démarrage, et finalement, c'est toujours un peu reconstruit après coup, mais je pourrais dire que c'est la question de départ, c'est-à-dire pourquoi le barbelé, pourquoi un tel succès, et à la place des modes classiques de délimitation qui étaient le mur pour l'essentiel, effectivement, ou d'autres modes de délimitation. Alors, j'ai pris quelques images pour illustrer mon propos. Donc, le barbelé est apparu aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Et en gros, l'idée, c'est qu'à la base, c'est vraiment pour résoudre des problèmes de type économique au sens large. Comment coloniser l'immense espace qui est au milieu des États-Unis, c'est-à-dire les grandes plaines, alors qu'il lui manque les ressources pour établir les délimitations classiques, et en particulier des murs. Donc le barbelé, c'est non pas quelque chose qui apparaît comme ça, c'est le résultat d'un effort de rationalisation industrielle des délimitations de l'espace. Donc c'est un gros processus. Et en l'occurrence, il y a eu des centaines de brevets de clôture artificielle. Et celui qui a gagné, le brevet qui a gagné, il l'a gagné après un processus de sélection qui a conservé l'outil le plus économique, le plus souple et le plus efficace pour délimiter les espaces dans les grandes plaines. In drugo vprašanje, ki se nanaša na to, zakaj je to delo nastalo, torej zakaj bodeča žica in ne recimo kakšen zid ali kakšno drugo klasično orodje za razmejevanje prostora. Tukaj bom uporabil nekaj slik oziroma vam pokazal nekaj slik. Bodečo žico so izumili konec 19. stoletja in to kot rešitev za probleme, ki so bili povsem gospodarske narave. Šlo je za to, kako kolonizirati velike planjave v ZDA, pri čemer niso imeli dovolj sredstev, da bi lahko gradili klasične zidove. In bodeča žica je produkt industrijske racionalizacije, ki se uporablja za razmejitev prostora. V zvezi s tem so vložili več kot 100 patentov in selekcija je pokazala, katero orodje je najbolj ekonomično, najbolj prilagodljivo in najbolj učinkovito. Et donc vous voyez là, par exemple, en haut, un barbelé éperon qui était quand même pas exactement l'outil le plus rationalisé en termes industriels, et c'est ce brevet qui va gagner, celui qu'on connaît et qui est d'une simplicité et avec aussi une grande facilité de production assez extraordinaire. Na prejšnji sliki zgoraj ste videli eno vrsto bodeče žice, ki ni bila najbolj racionalna, take tiste zvezdice nataknjene na žico. Tole pa je tisti patent, ki je bil najbolj racionalen in najbolj uspešen. Donc, si on veut, sur cette période-là, on va dire que c'est essentiellement, pour l'essentiel, la légèreté du barbelé qui en produit le succès, le rapport entre sa légèreté et son efficacité pour repousser des corps vivants, des bêtes sauvages, les troupeaux et les Indiens. Ce qui fait qu'on va en reparler, mais je suis obligé de le dire tout de suite. Ce qui est intéressant avec cet objet, c'est que d'un côté, on a un objet industriel dont on pourrait simplement voir, comme un résultat d'un progrès technique. Et évidemment, on le sait tous, immédiatement, c'est un objet qui va avoir des conséquences politiques importantes et en gros qui va être relié à une violence politique extrême. D'une part, les guerres du barbelé entre les fermiers et les éleveurs, mais surtout l'ethnocide, une participation intense à l'ethnocide des Indiens d'Amérique du Nord qui vont voir leur espace s'amenuiser, se morceler et quasiment se désintégrer, leur espace de vie tribal et nomade. Zakaj je prevladala ta bodeča žica? Zato, ker je lahka in izredno učinkovita pri odganjanju različnih vrst teles. To so lahko živalska telesa, to so pač telesa divjih živali ali živali, ki živijo v čredah in seveda koristne za odganjanje človeških teles. Lahko bi rekli, da je pač to rezultat tehničnega napredka, da je žica tako nastala, vendar lahko takoj vidimo, kakšne bodo hude politične posledice izumitve bodeče žice, kajti bodečo žico lahko takoj v mislih povežemo s hudim političnim nasiljem, z bojem med nomadi in rejci v Ameriki, z etnocidom, s preganjanjem Indijancev, s tem, ko se je njihov življenjski prostor v bistvu omejil, razdrobil in popolnoma skrčil.
Pour le paradigme suivant, si on veut, c'est-à-dire l'utilisation massive des barbelés pendant la Première Guerre mondiale pour protéger les tranchées, là aussi, bien sûr, la légèreté du barbelé est décisive, puisque c'est ce qui va permettre de couvrir des centaines et des centaines de kilomètres de front. Et il y a un autre élément qui était déjà important pour les États-Unis, mais là qui apparaît aussi comme décisif, au moins deux autres éléments. C'est d'une part la mobilité du barbelé qui permet de suivre l'évolution du front qui est quasiment quotidienne. Preden preidemo še na drugo paradigmo oziroma na drug tak tipičen primer uporabe, to je bilo med Prvo svetovno vojno, ko so z bodečo žico zaščitili strelske jarke in na tak način utrdili ali zaščitili na stotine kilometrov, kjer je potekala fronta. Naj omenim še dve stvari, ki se navezujeta na Združene države. Koristnost žice je bila zato v tem, da je mobilna, da se je lahko prilagajala spremembam stanja. Petit commentaire sur cette image, donc c'est le brevet des réseaux de barbelés devant les tranchées posé par le génie français bien avant enfin un brevet d'ailleurs j'exagère un peu, enfin l'élaboration de ces réseaux bien avant la Première Guerre mondiale. Et comme vous le voyez, c'est en fait exactement le processus d'une virtualisation, c'est-à-dire qu'en quelque sorte on garde du mur que le strict nécessaire, c'est-à-dire qu'on garde un squelette de mur. Évidemment, ce qu'on ne voit pas sur le plan, c'est que c'est un squelette de mur hérissé et donc particulièrement défensif. Ja, poglejte si tole sliko, ne bom rekel, da je to ravno patent, ampak to je shema, ki so jo narisali že pred Prvo svetovno vojno. Gre pa v bistvu za virtualizacijo stene. Če takole razporediš bodečo žico, ima vlogo stene, bodeče stene in od stene ni ostalo več veliko, samo še skelet. V tem pa je ta virtualizacija stene. Petite juste aussi ajout, le barbelé a aussi une efficacité particulière dans les tranchées parce qu'il a une forme de résistance tout à fait nouvelle. Le mur a une résistance statique au choc et à la poussée qu'on peut faire sur lui. Le barbelé est plastique, ce qui veut dire que par exemple, dans les témoignages de la Première Guerre mondiale, revient souvent cette image d'un bombardement intensif des réseaux de barbelés, les barbelés qui s'envolent dans le ciel et qui retombent dans un enchevêtrement encore pire qu'au début. Et donc c'est un principe de résistance de la délimitation qui est tout à fait nouveau, qui est non pas dans sa massivité et sa rigidité, mais dans sa plasticité qui absorbe le choc plutôt que de le repousser. Bodeča žica je bila med Prvo svetovno vojno v strelskih jarkih dosti bolj učinkovita kot na primer zid. Zid je statična zadeva, ki je slabo odporen na razne udarce in drugačne stvari, eksplozije in tako naprej. Bodeča žica pa je v bistvu prilagodljiva, eksplozija jo manj poškoduje in če jo že, bo mogoče šla v zrak in potem padla nazaj, še bolj zavozlana in še bolj škodljiva kot prej. In ta nova dimenzija, ta odpornost žice na zunanje dejavnike, ta njena plastičnost je tisto, kar ji daje še dodatno prednost. Et bien sûr, dans cet usage, ce paradigme, le barbelé va être aussi relié à une violence extrême qui est celle de la guerre moderne industrielle, au massacre impensable de la Première Guerre mondiale, et va commencer à devenir un symbole d'une violence moderne spécifique, c'est-à-dire barbare et moderne, dans les récits de soldats. V Prvi svetovni vojni je bodeča žica že neločljivo povezana z ekstremnim nasiljem in vedno bolj postaja simbol barbarskega nasilja, vsaj tako o njej govorijo tisti, ki govorijo o Prvi svetovni vojni. Je termine juste sur le troisième paradigme rapidement, parce que je pense qu'on va y revenir par d'autres questions. Évidemment, dans les camps de concentration, alors j'insiste, les camps de concentration ne sont pas simplement allemands et nazis, ou sous une autre forme soviétique et stalinien. Le camp de concentration est un dispositif qui a été utilisé par tous les régimes, quel que soit leur bord politique, pas exactement sous les mêmes formes, certes, mais enfin il a été utilisé dans toute la modernité, selon un plan, si vous voulez, une organisation qui est la même à peu près pour tous les camps, et qui se retrouve d'ailleurs dans des dispositifs actuels dont on va parler tout à l'heure.
Donc là, évidemment, légèreté, mobilité, plasticité du barbelé, et évidemment, on comprend bien aussi discrétion, on va en reparler après. Le barbelé est intéressant puisqu'il permet de poser rapidement des lieux de type industriel, alors soit dans l'utilisation de la main-d'œuvre concentrationnaire, soit dans l'extermination industrielle des personnes dans les camps, d'une manière rapide, efficace, et en même temps qu'on peut supprimer le camp, on peut en retirer, supprimer toutes les traces beaucoup plus facilement que si on avait construit évidemment en dur. Tretji paradigmatični primer uporabe bodeče žice so koncentracijska taborišča, pa ne samo nemška nacistična, ampak tudi druga, tudi v Sovjetski zvezi pod Stalinom in tako naprej. Bodečo žico so dejansko uporabljali vsi režimi, ne glede na usmerjenost politično. In bodeča žica mogoče ne nastopa vedno v povsem enaki obliki, ampak zelo zaznamuje vsa taborišča v modernem času. Tudi načrt organizacije vsakega taborišča je bolj ali manj enak. Bodeča žica pa se uporablja zato, ker je lahka, mobilna, prožna in v bistvu tudi precej diskretna. Hitro jo postaviš, z njo učinkovito razmejiš prostor in potem tudi hitro pospraviš, če hočeš skriti sledove vsega, kar se je dogajalo. Alors je finis par répondre entièrement à la question. J'ai fait une réponse longue pour présenter aussi un peu les grands thèmes du livre. J'essaierai de répondre plus brièvement après. Pourquoi le barbelé, pas le mur? Pour au moins 5 raisons, j'en ai évoqué 4 jusqu'à maintenant. Pour sa légèreté, pour son adaptabilité ou sa mobilité, pour sa souplesse au sens d'une résistance plastique, pour sa discrétion. Reste une 5e caractéristique, qui est que le barbelé, par sa fragilité même, doit nécessairement donner une place nouvelle à la surveillance. D'où, dans le camp, la place aussi importante que la clôture du mirador. Le barbelé est le signe que quand le pouvoir sur l'espace se virtualise, c'est-à-dire qu'il se dématérialise, il doit se récupérer sous une autre forme qui est celle d'un pouvoir potentiel qui ne s'actualise que quand c'est nécessaire et qui fonctionne par un couple de clôture-surveillance. Et ce paradigme-là est le paradigme évidemment qui a aujourd'hui encore, sous d'autres formes, électroniques aussi, une grande actualité. To je bil dolg odgovor na vsa ta vprašanja, hkrati sem se odločil za tako dolg odgovor, da predstavim potek knjige. In zdaj končno prihajam do tega vprašanja, zakaj bodeča žica in zakaj ne zid. Naštel sem že 4 lastnosti, zakaj, v čem ima bodeča žica prednost pred zidom, omenil pa bom še 5. Torej, bodeča žica je lahka, prilagodljiva in mobilna in diskretna. 5. stvar, peta njena lastnost pa je, da je vseeno nekako lomljiva, vseeno je uničljiva. In zato odpira poti novim načinom nadzora, novim načinom razmejevanja in torej odpira poti virtualizaciji. Virtualizacija pomeni, da se neka stvar dematerializira in da pridobi novo obliko. Ta nova oblika pa je samo potencialna možnost, ki jo lahko uporabiš, kadar je to potrebno. In ta kombinacija zapiranja nečesa, zapiranja prostora in nadzora, to je ta kombinacija, ki je v sedanjih situacijah zelo pomembno vprašanje. Hvala za tale dolg in izčrpen odgovor na to prvo vprašanje. Pa bi mogoče omenil sam še eno kurioziteto glede te zadnje topike, tretje paradigme, kot je obravnavano v knjigi, se pravi koncentracijskih taborišč. Pa bi te mogoče prosil za kratek komentar, pojasnevalni komentar. Se pravi, v knjigi navajaš primer taborišča Treblinka, ki je v nekem smislu precej različen od vseh ostalih. Namreč, kaj se je zgodilo s Treblinko, kot vemo, delovalo je, če se ne motim, od leta 42 od poletja 42 do jeseni leta 43.
V Treblinki je po nekaterih ocenah umrlo med 700 in 900 tisoč Judov. Bila je narejena za uničevanje predvsem Judov iz Varšavskega geta. Merci beaucoup pour cette longue réponse. Je voudrais maintenant vous demander un commentaire ou une explication qui concerne le troisième paradigme. Parmi les exemples des camps de concentration, vous mentionnez le camp de Treblinka. Et ce camp est bien différent des autres camps. Il a été créé en été 1942 et il a fonctionné jusqu'en automne 1943 et selon les estimations, entre 700 000 et 900 000 juifs y trouveraient morts. Donc ce camp a été construit pour détruire des juifs de Varsovie. Se pravi, potem ko je poleti leta 1943 prišlo do notranjih uporov v taborišču, so se nacistične oblasti odločile, da bodo jeseni leta 1943 taborišče ne samo zaprle, ampak so ga tudi porušile. In to na ta način, da so po v bistvu zravnanju taborišča z zemeljsko površino, to površino tudi preorali. Skratka, po uničenju je izgledalo kakor da taborišča Treblinka nikoli ni bilo tam, kjer je stalo. To se mi zdi dober primer, ki ga izpostavljaš v knjigi, zaradi tega, ker pride do izraza ta karakteristika bodeče žice, ki ni samo v tem, da se ogrado iz nje da enostavno in hitro postaviti, temveč tudi ta, da se jo da hitro in učinkovito premikati in tudi odstranjevati. Donc, en été 1943, il y a eu une révolte dans ce camp et les nazistes ont décidé de fermer le camp. Et ils ne l'ont pas seulement fermé, ils l'ont complètement détruit. Ils ont même labouré la terre, donc après ce terrain. Donc on avait l'impression que le camp n'avait jamais existé. Et je trouve que c'est un exemple, un très bon exemple, parce qu'il démontre bien que le barbelé peut être vite monté et aussi vite démonté. C'est le plan du camp de Treblinka. To je načrt Treblinke. Je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà, c'est ça. Il a été fait sur la base de croisements de témoignages. Parce qu'on n'a jamais pu refaire le plan à partir de choses qui seraient comme des fondations, puisqu'il n'a pas été retrouvé, le lieu, et on n'a pas retrouvé, on n'a pas pu reconstituer le plan à partir de l'architecture, mais uniquement à partir des témoignages. Tole je načrt Treblinke, ki pa so ga naredili samo na podlagi pričevanj in na vzkrižnih pričevanj, kajti v bistvu samega mesta, kjer je bil kamp, kjer je bilo taborišče, niso našli ne temeljev, ne lokacije. Et oui, c'est un modèle, on va dire, exemplaire de ce qui caractérise le barbelé, mais en fait, au-delà de ça, je pense que c'est un modèle paradigmatique, extrême évidemment, mais qui nous indique ce que peut nous dire le barbelé sur l'évolution, le changement de la forme de violence politique de la modernité, dont le barbelé est un symptôme en fait, est un signe. Ce que ça dit dans ce sens-là, c'est qu'une violence radicale, produite par un État, peut être non seulement à la fois radicale, tout à fait extrême, et en même temps disparaître, produire sa propre disparition, et plus que ça, elle est radicale à la mesure même de sa capacité à disparaître. Jusque-là, le pouvoir politique, sa violence, fonctionnait plutôt par des envois de signes explicites de l'autorité et de la souveraineté,
ici, on a une violence qui est d'autant plus extrême qu'elle peut se voiler et disparaître elle-même par les moyens même de sa radicalité. J'insiste sur cette circularité. To je res tipičen primer uporabe bodeče žice, v bistvu res ekstremen, paradigmatičen primer, ki pa hkrati tudi kaže razvoj oblik političnega nasilja. Bodeča žica je samo simptom, samo znak tega političnega nasilja. Gre pa v bistvu za radikalno nasilje, ki ga izvaja država. Radikalno pa je v tem, ker ga izvaja in hkrati lahko izgine. Do takrat se je nasilje izvajalo drugače, pač obstajali so eksplicitni znaki politične avtoritete. Ta oblika nasilja pa je še toliko bolj ekstremna ravno zato, ker na koncu lahko izgine. Hvala. Zdaj, preden pridemo do tega, k čemur knjiga sama po sebi vabi, se pravi k vprašanju aktualnosti in aktualnih oblik, novih oblik bodeče žice, se pravi rezilne žice, na mejah številnih evropskih držav, bi postavil sam še eno vprašanje, ki se dotika tega prvega zgodovinskega dela knjige. Avant d'aborder l'actualité et les nouvelles formes du barbelé, ici je pense au fil rasoir qui apparaît sur les frontières des pays européens, de nombreux pays européens, je voudrais vous poser une dernière question concernant la partie historique du livre. Vloga, ki jo je odigrala bodeča žica pri etnocidu belih kolonizatorjev pri osvajanju Zahoda Združenih držav Amerike, se mi zdi tesno povezana z vprašanjem evropskega oziroma zahodnega dojemanja koncepta suverenosti, o katerem se danes zelo na široko govori. J'ai l'impression que le rôle du fil barbelé, le rôle que ce fil a joué dans l'ethnocide aux États-Unis, est étroitement lié à la question de la manière dont... Kako dojemajo zahodnoevropske države? Kako dojema zahodnoevropske države, pa nasploh sam Zahod, kako dojema pojem suverenosti, o katerem se danes zelo na široko govori. C'est étroitement lié à la manière dont les pays de l'Europe de l'Ouest comprennent la souveraineté d'État. Ali bi se strinjal s trditvijo, da je bodeča žica pri osvajanju divjega Zahoda v resnici razmejevala med dvema radikalno različnima svetovoma, med svetom nomadskih plemen na eni strani in univerzalnih pravic na drugi strani? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je dis que le barbelé aux États-Unis a représenté la frontière entre deux mondes radicalement opposés. D'un côté, il y a le monde des nomades et d'un autre côté, il y a le monde des droits universels. V knjigi namreč navajaš zelo lep primer, ki se mi zdi, da zadane jedro te razlike. Jedro te razlike pa je odnos do teritorija oziroma do teritorijalne zamejenosti. Za razliko od zahodnjakov, belih kolonizatorjev, ki so poznali pojem lastnine in zemlje kot nekaj, kar pripada človeku, navajaš primer, ko Indijanci na drugi strani sploh niso imeli predstave, da bi zemlja lahko
komu posebej pripadala. Dans le livre, il y a un très beau exemple qui est basé sur l'attitude envers la terre ou le territoire. Il y a une grande différence entre les Indiens et les colonisateurs blancs. Les colonisateurs blancs connaissent le concept de la propriété, tandis que les Indiens ne connaissent pas le concept selon lequel la terre puisse appartenir à quelqu'un. Oui. En fait, alors c'est une question difficile, donc je vais répondre d'une manière courte. Ça suppose, c'est une question très difficile. Je dirais plutôt que, en l'occurrence, ce type de violence inédite, c'est-à-dire la disparition de peuples entiers, relativement inédite, il faudrait discuter, bon, disons inédite, en particulier quand elle est déployée par un principe qui se veut un principe moderne, libéral, démocratique, révèle plutôt une transformation de la souveraineté. Traditionnellement, la souveraineté établit un rapport juridique avec des sujets. La souveraineté, c'est un rapport juridique d'obéissance, pour aller très vite, entre des sujets et un souverain. Et donc c'est localisé. C'est un souverain et son peuple. Ce qui se passe avec la modernité, c'est peut-être pour ça que ça nous met un peu mal à l'aise, quand je dis un peu, c'est un euphémisme, c'est que l'assimilation ou la recollection comme ça de la souveraineté, de l'universalité, dont un des événements majeurs est la Révolution française, est une condition de possibilité d'une violence extrême inédite. To je zelo težko vprašanje in bom poskušal nanj odgovoriti res na kratko. To iztrebljanje Indijancev je bila vrsta nasilja, kakršnega do takrat praktično ni bilo. To je bilo iztrebljanje, izginila so cela ljudstva. In to v imenu načela, ki je sam zase trdil, da je moderno, liberalno, demokratično načelo. Do takrat je odnos med gospodarjem in podrejenim temeljil na pač tem odnosu med podrejenim in gospodarjem, bil je pač znan ta odnos. Zdaj pa, če suverenost približamo temu modernemu konceptu in tem različnim načelom, to odpira možnosti novega nasilja, kakršnega do zdaj še nismo poznali. Et c'est là où ça touche à la question de la biopolitique, c'est quand cette souveraineté universaliste, typiquement proprement moderne, elle s'exprime dans un mode de vie qui est un mode de vie du 19e siècle, enfin qui se forge au 19e siècle, qui est un mode de vie capitaliste industriel. Ce qui veut dire que quand la frontière américaine avance, les droits universalistes sont censés avancer, mais aussi évidemment une civilisation avance, c'est-à-dire une civilisation capitaliste industrielle. Et donc ceux qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas, mais c'est la même chose en fait, s'intégrer dans ce modèle, et j'insiste les deux, un modèle juridique de droit universel et un modèle, disons, économico-social, capitaliste et industriel, ils reculent. Comme dit Tocqueville, c'est une interprétation qu'on peut avoir de Tocqueville, la frontière avance, les Indiens reculent, et quand la frontière arrive à la mer, à l'océan Pacifique, les Indiens sont désintégrés. Bon. Ils n'ont plus d'espace de vie pour vivre en tant qu'Indiens, d'où la notion d'ethnocide. Ils ne vivent plus que dans des marges misérables que leur laisse péniblement d'ailleurs ce principe universaliste qui ne doit pas avoir de reste, parce qu'il est précisément universaliste. In to je ta del tukaj se pridemo do biopolitike in do vprašanja univerzalne suverenosti. Način življenja v 19. stoletju je bil že industrijski kapitalističen način in s tem, ko se je meja v ZDA pomikala proti zahodu, so se z mejo širile tudi univerzalne pravice, univerzalistične pravice in sama civilizacija. In kdor se v to ni hotel vključiti, kdor ni hotel sodelovati v tem modelu, in to je bil pravni model univerzalnih pravic in hkrati ekonomsko-socialni model kapitalizma, tisti je potem
pač tam izginil. In kot je rekel Tocqueville, ko se je meja v Ameriki pomaknila na zahod vse do morja, Indijanci niso več imeli življenjskega prostora. Živeli so lahko samo še v nekaterih bednih kotičkih in vse to v imenu teh univerzalnih pravic in univerzalističnega pristopa. Hvala. Zdaj še zadnje vprašanje, preden podelimo besedo tudi publiki. Zadnje vprašanje bo seveda odprlo aktualen vidik rezilne žice. Zdaj, ko sem se pripravljal za ta pogovor, sem slučajno danes popoldne ujel avtorjevo izjavo za včerajšnjo kulturo na nacionalni televiziji, v kateri je dejal nekako takole. Do zdaj so z bodečo žico zapirali tako ljudi kot živali. Voilà, c'est la dernière question maintenant et je voudrais aborder des aspects liés plutôt à l'actualité. Hier, je vous ai entendu parler avec les journalistes pour la télévision slovène, pour l'émission culturelle de la télévision slovène, et vous avez dit quelque chose comme ça. Jusqu'à maintenant, le barbelé a été utilisé pour enfermer les gens et les animaux. Il va continuer. Na drugi strani pa z rezilno žico danes ograjujejo samo ljudi. Tandis qu'aujourd'hui, on utilise le rasoir, le fil rasoir, uniquement pour enfermer des personnes, des gens. V knjigi govoriš o politični zgodovini bodeče žice skozi 3 paradigme. Ali bi se strinjal s tezo, da je današnja rezilna žica ne samo po svoji tehnični podobi, ampak tudi po načinu svoje uporabe neka nova paradigma? Dans votre livre, vous parlez des 3 paradigmes. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, il y a un nouveau paradigme, un nouveau cas d'utilisation du barbelé du point de vue de l'aspect technique et du point de vue de l'utilisation du barbelé? Alors juste, premier élément, effectivement, c'est peut-être quelque chose qui doit nous aider à nous interroger, des choses simples parfois, mais frappantes, c'est qu'il faudrait être totalement fou pour utiliser des barbelés rasoirs pour enclore des vaches. Eno stvar moramo imeti res pred očmi in to je zelo preprosta zadeva, ampak res bi bilo neumno uporabljati rezilno žico za to, da omejiš prostor, kjer so krave. Et d'ailleurs, personne ne le fait. In tega tudi noben ne naredi. D'ailleurs, déjà, pour les chevaux, on n'utilise pas de barbelés classiques la plupart du temps, mais des clôtures électriques. Za konje pa tudi klasične bodeče žice nikdar ne uporabljajo, ampak električne pastirje. Ce qui veut dire qu'on pourrait établir une sorte de rapport, de proportionnalité, entre l'outil qu'on utilise pour clôturer un espace, que ce soit pour interdire de rentrer ou pour interdire de sortir, ou pour hiérarchiser cet espace, et la valeur qu'on attribue au corps vivant qui occupe cet espace. Plus cette valeur et aussi la fragilité du corps vivant est prise en question, moins on peut utiliser d'outils brutaux. Donc l'apparition des barbelés rasoirs et leur utilisation massive dit une chose très simple qui ne peut pas nous échapper, c'est qu'elle implique, quels que soient par ailleurs les discours, les campagnes marketing pour montrer Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières, comme une Croix-Rouge, qui assiste les réfugiés en mer, quoi qu'on puisse dire, indéniablement, l'utilisation d'un outil aussi brutal pour contrôler le déplacement de corps vivants signale leur totale dégradation. Ja, in ta
odnos lepo kaže, oziroma ta uporaba, za katero žico se odločiš, lepo kaže, kakšen je odnos oziroma kakšno je sorazmerje med orodjem, ki ga uporabiš za razmejitev prostora, bodi si zato, da omejiš notranjost ali zunanjost, torej a greš ven ali noter, je vseeno. Torej, kakšen je odnos med orodjem in vrednostjo telesa, ki mu hočeš omejiti pot. Bolj je tisto telo vredno, manj nasilno obliko žice boš uporabil in iz tega sledi, ne glede na to, kaj nam razlagajo o Frontexu, ki je evropska vojska za nadzor meja, v medijih ga pa včasih predstavljajo kot Rdeči križ, ki pomaga beguncem in tako naprej. Ne glede na to, dejstvo, da se za ljudi uporablja rezilna žica, popolnoma degradira vrednost človeškega telesa in človeka. Alors, quelques mots rapides sur ce renouveau indéniable du barbelé sous sa forme rasoir. D'abord, juste ce rappel qu'après la Seconde Guerre mondiale, et en fait toutes ces utilisations, en particulier la première et puis surtout les camps, avaient constitué le barbelé comme un symbole extrêmement négatif de la violence politique autoritaire, si ce n'est totalitaire, et donc son utilisation dans des espaces de démocratie libérale, ou dit telle, avait un coût politique extrêmement important. Naj še tu povem, da po drugi svetovni vojni, od druge svetovne vojne naprej, je bodeča žica postala zelo močen simbol avtoritarnega političnega nasilja. Ça, c'est un mémorial à la mémoire des déportés de la Seconde Guerre mondiale. Spomeniku žrtvam druge svetovne vojne. Et en fait, le simple brin de barbelé, pourtant agricole dans son origine, suffisait à symboliser la violence radicale du XXe siècle. In samo majhen košček bodeče žice, ki je bila sicer izumljena za kmetijske potrebe, lepo simbolizira nasilje vojne. Et pourtant, on a vu des frontières barbelées persister déjà, et puis aussi se renforcer. Il y a des classiques. Là, ici, c'est la Corée. Là, ici, c'est Chypre. Là, ici, c'est ce qui n'est pas une frontière, d'ailleurs, entre la Cisjordanie et Israël. Et évidemment, ici, c'est dans l'enclave espagnole au Maroc. Et sans vouloir vous blessée, celle-ci vous la connaissez, puisque c'était l'installation de la frontière au sud avec la Croatie, entre la Slovénie et la Croatie. Mais enfin, la Slovénie n'est pas pointée du doigt particulièrement, pas seulement en tout cas, là-dessus, quoi. Bon. Et donc évidemment ça pose une question sur ce retour du barbelé. Alors, bien sûr il y a des raisons qui sont au-delà du barbelé lui-même, qui peuvent expliquer cette rebarbarisation, on va dire, de la politique occidentale. Je n'irai pas jusqu'à dire que le changement de forme suffirait à avoir affaibli le symbole, voyez. Mais ce serait une piste quand même. Peut-être. Oui. Žal je zadnje čase na mejah vedno več bodečih žic. Na hitro ste lahko videli slike iz Cipra, Koreje, Izrael, Palestina, Španija, Maroko, tole je Slovenija, pravi, nočem nič s prstom na vas kazati, nočem biti žaljiv, ampak tudi slovensko bodečo žico imam na sliki. In razlogi, zakaj poteka tako, kot on temu pravi, vesela barbarizacija politike s pomočjo bodeče žice, mogoče presegajo samo bodečo žico, zato razlogi so še drugi. Et en fait, je vais aussi répondre en termes de méthodologie en fait, et de démarche. C'est-à-dire que je serais finalement pas particulièrement à l'aise pour parler des causes du retour du barbelé, mais beaucoup plus pour parler de quel signe le barbelé est par rapport à l'évolution de la violence politique et de l'exercice du pouvoir. Et le signe, il est que non seulement il est possible d'utiliser le barbelé aux frontières,
de nouveau, pour faire contre une menace qui est une menace très étrange, puisque le barbelé, pendant la Première Guerre mondiale, c'était contre des armées ennemies, et là, ce sont contre des femmes, des hommes et des enfants, désarmés. Mogoče je tukaj treba spregovoriti o metodologiji. Težko bi govoril o vzrokih, zakaj se vedno bolj uporablja bodeča žica, lahko pa spregovorim o tem, kakšen znak je to, kaj to pove o izvrševanju oblasti in o političnem nasilju. Znak je, en znak, ki ga prinaša bodeča žica, je, da jih zdaj ponovno vidimo na meji. V preteklosti je bila bodeča žica uporabljena kot grožnja, ampak v vojni, grožnja ali fizična obramba v vojni proti sovražniku. Zdaj se bodeča žica uporablja kot grožnja ljudem, otrokom, ženskam, moškim. Et donc le signe que le barbelé représente, cette utilisation massive aux frontières, mais aussi dans énormément d'endroits, je le montrerai après, c'est que son coût politique, manifestement, a baissé. Alors, soit parce que l'acceptabilité de l'utilisation de ces moyens contre des populations civiles a, elle aussi, augmenté, mais le signe que ça envoie, c'est qu'il est non seulement possible d'utiliser cet outil contre des corps vivants, enfin, des êtres, des personnes, mais là où je trouve ça plus intéressant, j'allais dire, c'est qu'il est même possible maintenant pour des gouvernements d'utiliser l'utilisation de ce type de moyens comme un argument de légitimation de leur action. C'est-à-dire qu'il est possible pour un gouvernement d'utiliser cet argument « nous sommes votés pour nous », puisque c'est quand même essentiellement la question, parce que nous vous protégeons avec des barbelés rasoirs. Et le fait même que cet argument-là soit possible dans l'espace public nous dit beaucoup plus de choses peut-être que d'autres manières, d'autres types d'analyse. Ja, bodečo žico vidimo na mejah in tudi drugje, mogoče tudi zato, ker je njena sprejemljivost, smo se tako navadili, da je postala sprejemljiva, ampak znak, ki ga, oziroma sporočilo, ki nam ga posreduje ta žica, pa je prvič to, da nas lahko skrbi, da se bodeča žica lahko uporablja proti ljudem, in drugič, kar je pa še huje, da vlade zdaj bodečo žico oziroma politiki uporabljajo kot nekaj, s čimer legitimirajo svoje delovanje. Na volitvah oziroma predvolilnih programih rečejo, volite zame, jaz vas varujem s to bodečo žico ali pa vas bom varoval z bodečo žico. In to je tisto sporočilo, ki je res zaskrbljujoče. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas que les frontières, c'est-à-dire qu'il y a une rebanalisation de l'utilisation des barbelés rasoirs dans une multitude de types d'espaces. Donc là, on a le camp de... Alors, en français, on dit centre de rétention, donc moi je vais dire camp, de l'île de Lesbos. Mais vous avez le même type de dispositif, et là c'est en France, près de Paris, je crois. Ja, žica se ne uporablja samo na mejah, ampak tudi drugje. Tole je, so zbirni centri, torej to je center na Lesbosu. Gospod pravi, jaz mu rečem taborišče, to ni nikakršen center. Potem druga slika je pa v Parizu, to je blizu Pariza. Bien sûr, il y a eu toujours aussi une utilisation massive du barbelé dans les prisons. V zaporih. Mais barbelé qui s'invisibilise quand même dans les prisons, puisque maintenant il est quasiment plus visible parce qu'il est derrière, massivement utilisé derrière des grands murs en béton. Zdaj jih redko še vidimo, te bodeče žice, ki se uporabljajo v zaporih, ker so ponavadi skrite za visokimi betonskimi zidovi. Bien sûr, il est utilisé aussi pour des lieux sensibles. Ici, c'est un site nucléaire. Potem na takih bolj občutljivih krajih, tole je jedrsko, pač kakšna jedrska centrala ali pa raziskovalni center. Ou même pour des espaces économiques, là c'est un site de stockage de voitures. Potem pa tudi čisto za gospodarske namene, tole je prostor, kjer shranjujejo avtomobile in je zaščiten z bodečo žico. Alors, je voudrais, justement, je ne pense pas que j'irai dans l'idée d'un changement de paradigme,
Je pense que évidemment, il y a une différence fondamentale. On est au niveau des frontières en Europe, on est dans l'utilisation d'un barbelé dans une logique militaire de défense des frontières contre des civils. Donc là, on peut effectivement parler de quelque chose qui doit nous étonner. Mais pour autant, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un changement de paradigme dans l'utilisation du barbelé. Če odgovorim na vprašanje, mislim, da ni prišlo do spremembe paradigme pri uporabi bodeče žice. Res je, spremenilo se je to, da se bodeča žica zdaj uporablja proti civilistom, kar nas mora skrbiti ali presenečati, mislim pa, da ni prišlo do spremembe načina uporabe. Une autre raison aussi pour ne pas aller dans le sens d'un changement de paradigme, c'est en fait l'extension de la structure même du pouvoir qui s'exerce avec ce type d'outil, qu'est le barbelé, c'est-à-dire le fait que le barbelé n'est que, on va dire ça comme ça, la face visible de l'iceberg par rapport à un pouvoir sur l'espace dont il n'est qu'un élément. In drugi razlog, zakaj mislim, da ni prišlo do spremembe paradigme, je, da se še vedno ta ista oblast izvaja s pomočjo bodeče žice, ampak ta bodeča žica je samo vrh ledene gore. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressé dans le barbelé, c'est qu'il n'était que la partie visible, physique, ô combien physique, d'un pouvoir dont l'autre face est une capacité d'extension sous un plan virtualisé, c'est-à-dire pour l'essentiel informationnel. Et là, nous avons ici des zones d'opérabilité de l'agence Frontex qui utilisent donc parfois des barbelés, des outils physiques comme des bateaux, des hélicoptères, des agents, mais aussi des radars, des capteurs, des satellites, une interopérabilité des logiciels et ce pouvoir sur l'espace, dont le barbelé est un maillon, on va dire, il peut prendre aussi une forme bien loin du symbole qui déchire la chair. Bodeča žica je, kot sem rekel, samo vrh ledene gore. V resnici je to samo fizični del izvajanja neke oblasti, ampak obstaja pa še druga plat te medalje. Ta nadzor in to omejevanje in razmejevanje se namreč lahko razširi tudi na informacijski del, na elektronski del. Prej ste videli zemljevid Evrope, tam je bilo prikazano, kje Frontex izvaja svoj nadzor. Frontex za nadzor uporablja čisto materialna sredstva, ladja, helikopterje, ljudi, radarje, različne senzorje, satelitske posnetke in tako naprej. In vse to je pač način, kako izvajaš oziroma obvladuješ določeno območje. Potem pa se to lahko razširi še na še bolj virtualen, še manj viden nadzor. Et pourtant, autour de l'exercice d'un pouvoir de ce type, et par son effet, des gens meurent en masse d'une manière qui n'est pas particulièrement moins barbare que d'autres types de massacres dans l'histoire. In kljub vsemu temu nadzoru, vsem tem možnostim, ljudje še vedno množično umirjajo in to na načine, ki najbrž niso nič manj barbarski, kot so bili načini v zgodovini, v preteklosti. Et donc pour finir, parce que je ne sais pas si on va y avoir des questions-réponses, juste pour finir, ce qu'il faut, c'est la difficulté de ce livre aussi, d'ailleurs peut-être, et de cet objet, c'est que, et c'est ce qui m'a intéressé, on a tendance à être focalisé sur justement les pics ou les rasoirs qui déchirent ou qui coupent. Or, le barbelé nous dit une chose plus importante, il nous pointe aussi, c'est le cas de le dire, mais il faut faire un petit travail pour ça, l'extension d'un pouvoir sur l'espace qui ne se voit pas, voilà, mais qui est tout à fait prégnant, c'est-à-dire justement une capacité à coloniser l'espace sous sa face virtuelle. Et la forme que ça prend aujourd'hui, c'est la colonisation de ce que j'appellerais la carte GPS. À travers le pouvoir qu'on peut avoir sur la carte GPS, on est en train d'être capable de reconfigurer le sens et la valeur des espaces, et ainsi d'avoir une influence sur les pratiques de l'espace, sur les pratiques réelles.
Ja, najbrž bojo potem še kakšno vprašanje, ampak da še navežem vse skupaj. Poleg tega, da v tej knjigi obravnavam to, kar me je res zanimalo, namreč bodeča žica ima še en vidik in to so te bodice oziroma ti elementi, ki režejo ali pikajo, je bodeča žica tisto orodje, s katerim se razširi obvladovanje nekega prostora, tudi če je tisti prostor zaprt. In to se je zdaj razširilo še v virtualno shemo. Če imaš neko območje pokrito z GPS-om, lahko daš temu območju nov pomen in novo vrednost, vplivaš na način njegove uporabe in na prakse uporabe tega področja. Donc on a ici un exemple parmi d'autres d'un dispositif qui permet la colonisation d'une couche donnée de la carte GPS, qui est un bracelet GPS pour condamner. Ce qui permet de tracer ensuite, donc c'est une géolocalisation. To je zdaj en tak poseben primer kolonizacije prostora, kjer si pomagamo z GPS-om. Človek nosi elektronsko zapestnico oziroma okrog gležnja to nosi in s tem mu lahko popolnoma slediš. Et ensuite, sur l'écran, on peut tracer des zones d'exclusion ou des zones d'obligation de présence donc, et si la personne n'est pas là où il faut, il y en a là. V bistvu GPS to je geolokalizacija. Tisti osebi, ki nosi elektronsko zapestnico, določiš, katera območja so tista območja, kjer mora biti obvezno prisotna in katera so tista območja, kamor nikakor ne sme. Čim prekrši to pravilo, se nekje v nadzornem centru sproži alarm. Alors admettons qu'avec le mur, pour une dose donnée d'énergie, on pourrait dire de quantité de pouvoir, vous pouviez fermer 100 mètres. Avec la même quantité de pouvoir, grâce au barbelé, vous pouviez fermer 10 km. Eh bien, avec ce type de technologie, avec la même quantité de pouvoir, vous faites ce que vous voulez. Parce que vous traciez 1 ou 200 zones d'exclusion, ça coûte exactement la même quantité d'énergie, quasiment. Ce qui veut dire que la question, c'est quelles sont nos capacités politiques collectives pour poser des freins à un pouvoir qui n'a plus aucun frein, ou quasiment plus aucun frein, matériel à son exercice. Če hočeš postaviti zid, potrebuješ za to določeno količino energije in na primer za določeno količino energije boš naredil 100 metrov zidu. Če uporabiš enako količino energije in na mesto zidu postaviš bodečo žico, boš razmejil na primer 10 kilometrov območja. Če pa uporabiš tehnologijo, lahko s tisto praktično enako količino energije narediš, kar hočeš. To, da določiš eno mejo ali pa več omejitev ali pa karkoli, pri tej virtualni obliki nima več nobenih omejitev. In tukaj, kar se moramo vprašati, je, kakšna je naša kolektivna politična sposobnost ali pa zmožnost, da ustavimo oblast, da omejimo oblast pri tem, kar počne, ker materialno ni več omejena.